Hiroshima, mon amour. Quel étrange cri, disait Marguerite Yourcenar à propos de ce titre de Marguerite Duras. Marguerite Duras, l'apologiste sénile des infanticides ruraux. Marguerite Duras qui n'a pas écrit que des conneries. Hein. Elle en a aussi filmé. Hein. Bon, les gars, la rentrée est passée, les vacances sont finies, le hussard a une patate d'enfer. Du coup, cadeau, comme vous avez été sage, c'est le retour de Cours Martial, votre format favori, le seul recoin de YouTube où les écrivains surcotés, les bouquins puants et les donneurs de leçons postmodernes se font méthodiquement ratonner par une charge de cavalerie Hello Style à 25 000 joules dans leur chicot de baveux grabataires. Et aujourd'hui, ne nous mentons pas, l'épisode va faire mal. Je vais vous jacter d'une autrice.e.s. mon cul sur la commode, dont les romans répétitifs et les insoutenables productions audiovisuelles feraient passer les films soporifiques de l'entarté Bernard-Henri Lévy pour des blockbusters 5 étoiles de Tarantino. Et ouais, rien que ça. Et de qui s'agit-il? De Marguerite Duras. Alors oui, je sais, vous avez été plusieurs à me le dire en privé, notamment sur les réseaux sociaux que je vous invite à rejoindre. Vous aimez bien Marguerite Duras, et là, tout de suite, vous ne comprenez pas forcément pourquoi cette triste bougresse mérite son désengage façon Dresde 44 par votre hussard favori. Et bah vous allez voir, je vais vous montrer, et paradoxalement, à la fin, vous serez peut-être d'accord avec moi. Si, vous verrez. Alors en quoi la navrante alcoolique débauchée Marguerite Donadieu alias Duras a-t-elle participé au grand salopage de la littérature française à l'œuvre depuis les années 70? Pourquoi son succès largement immérité et son attitude hautaine de duchesse frigide et ménopausée devraient suffire à la discréditer à vos yeux? Et comment son absence de tout honneur et de toute forme même larvaire et résiduelle de dignité a pu imprégner en quelques décennies le monde des lettres français, jusqu'à donner des infamantes productions de Christine Angot ou de Philippe Besson, l'homme qui prenait les 2 boules de Macron en 2017 pour gratter un poste de consul à LA qu'il n'a jamais obtenu? Et bah tout ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Abonnez-vous, aimez, tapez la petite cloche, et puis on est parti. Marguerite Duras, l'alcoolique pas assez anonyme et ses crises de délirium tremens érotico-littéraire, c'est le menu du jour. Allez, bon appétit. Ok, let's go. Il ne faut pas avoir peur. Bon, alors pour commencer, parce que j'aime bien me marrer, on va critiquer le physique anxiogène de Duras. Allez hop, ça permettra aux aptères baveux de rager dans les commentaires en prétendant du haut de leur bac-5 en littérature que je n'ai pas d'argument, ce qui, en plus de remplir mes réserves de sel, améliore grandement le référencement de mon travail sur YouTube. Comme ça, bah, tout le monde est content. Alors, à quoi ressemblait la mère Duras? Quelle horreur! Alors soyons bien clairs, avec ses cols roulés de grand-mère achat 3ème dan de solitude, sa fif de crapaud des marais et ses lunettes à grossissement 3000 dignes de René Lataupe en version pas mignon, Duras m'a toujours fait penser à ces méchantes infirmières dans les jeux d'horreur. Vous savez, celles qui vous poursuivent pour vous injecter une 8422ème dose de Pfizer à travers les couloirs poussiéreux d'un hôpital psychiatrique désaffecté. Bah voilà, Duras, c'est un cosplay de ça. Donc bon, déjà quand tu vois sa trogne, c'est pas forcément le truc le plus motivant du monde pour se coller à la lecture de ses œuvres, surtout quand Duras est rangé à côté de Dante, le BG florentin du Moyen-Âge, dans ta lourde bibliothèque sponsorisée par le hussard. Mais admettons que cela ne suffise pas à repousser les êtres de bon goût qui peuplent cette chaîne. Très bien, j'ai compris, on va rentrer dans le détail. Déjà, qui est Marguerite Duras, de son vrai nom Marguerite Donadieu? Et bah c'est une petite zoulette, née en 1914 et morte en 1996. Toute son enfance, elle l'a passée en Indochine, qui était alors une colonie française, avant de se rameuter en métropole dans les années 1930. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bah ça veut dire qu'elle était aux premières loges quand Der Moustachu est venu poser les énormes couilles de la Wehrmacht sur le front des Ardennes, et qu'il a commencé à traiter Paris comme un lupanar à ciel ouvert pour les gradés de son armée. Et devant ça, vous croyez que Marguerite allait rejoindre la résistance? Bah, pas vraiment, non. Elle, non seulement elle travaille pour le gouvernement de Pétain en pondant des textes qui justifient, encouragent et même glorifient la colonisation de l'Indochine, mais en plus, elle traîne avec des srabs peu recommandables, genre Ramon Fernandez, un très gros fan des petites moustaches et des uniformes vert de gris, qui a eu la bonne idée de casser sa pipe 3 jours avant la libération de Paris, histoire de pas finir fusillé comme Brasillac. Et à côté de ça, vous savez ce que fait Duras sur son temps libre? Et bah, elle participe au comité éditoriaux de Vichy, histoire de déterminer quels éditeurs ont droit ou non, dans un contexte de pénurie généralisée, à du papier pour leurs bouquins. Donc oui, je crois qu'on peut le dire, avec son comité de censure, la petite elle était pas du tout au chômage. C'était sûr en fait! C'était sûr! Bon, mais ceci posé, je vous vois déjà venir en commentaire à vous exclamer que son mari était résistant, qu'il a même été déporté, et que j'abuse à ne parler que d'un seul aspect des choses. D'accord, très bien. Alors comment ça se fait que quand Lodi Marie, qui s'appelle Robert Antelme, se fait arrêter par les chleux et jeté dans un wagon de 4ème classe direction Corvée de Bois en Pologne en 1944, sa femme, elle pompe goulûment l'agent de la Gestapo qui l'a fait arrêter? Hein? Allez,
J'écoute vos explications, parce que là, il n'y a qu'une seule question toute bête à se poser. Est-ce qu'elle a fait ça pour sauver son mari, ou est-ce que c'est parce qu'elle couchait avec ce mec que l'autre a été arrêté? Moi, je n'affirme rien. Je vous laisse juste vous poser cette délicieuse interrogation, en ajoutant seulement que dans un de ses romans, Marguerite indique qu'à la même époque, son frère, Pierre, faisait des petits trafics plutôt lucratifs avec les cheveux. Décidément, ça fait beaucoup de coïncidences, et pas beaucoup de résistance tout ça. Mais passons. Après la guerre, soucieuse de trouver un nouveau moyen de chier en spray sur la France, Marguerite recycle son mauvais goût politique en s'inscrivant au parti communiste. Et là, je vous promets que c'est vrai, les cocos ne veulent pas d'elle. Non, il refuse. Bordel, je vous laisse imaginer la scène. Les mecs recrutent sans pression des pustules wokistes comme Jean-Paul Sartre, mais la mère Duras, à peine carrée dans leur bauge, ils la foutent dehors. Motif, elle bitchait sur le parti. Vraiment, cette meuf est ingérable, j'en peux plus. Bon, du coup, maintenant ces erreurs politiques, Marguerite Duras va les faire en solo, à l'artisanal. Engagement pour la guerre d'Algérie et pour les terroristes du FLN, rédaction d'articles insipides pseudo-féministes pour le compte du journal Elle, c'est vous dire les sommets intellectuels qu'on atteint, publication de navrantes prestations dans le journal Libération, le même qui publiait ce genre de une dans le plus grand des calmes, et, histoire de bien marquer son temps, elle mène également une bonne vie bien dissolue, en commençant par lourder Robert Antelme qui a eu la drôle d'idée de survivre à la guerre, pour épouser son meilleur ami, Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. puis en enchaînant les maris et les amants à un rythme gargantuesque, jusqu'à adopter un petit bisexuel de 38 ans son cadet, Yann Lemay, qu'elle rebaptise comme un petit chiot errant pour en faire Yann Andrea, son compagnon et son homme à tout faire. Ah, et j'ai oublié de vous dire, Marguerite, elle boit, comme un trou. C'est simple, Duras elle avait la contenance d'une citerne 500 litres. Du matin au soir, elle se vidait 23 cépages dans le gosier sans une once de vergogne, au point où la fin de sa vie ressemble à une interminable et pathétique agonie, featuring le combo main qui tremble, voix qui bafouille, idées pas claires, délire divers et lésions aux poumons. Voilà, le mode de vie de ses idées en somme. Alors bien sûr vous vous en doutez, avec un tel CV, pas facile de pondre quoi que ce soit de pertinent d'un point de vue artistique. Autant je déteste les questions du genre faut-il séparer l'homme de l'artiste, autant il est impossible d'avoir faux sur toute la ligne et de briller à l'écrit par ailleurs. Donc chez Duras, qu'est-ce que ça donne? Alors là va falloir distinguer trois catégories dans lesquelles notre Zoulette a commis ses infortunées productions. Le cinéma, la littérature et le théâtre. Bon, alors le théâtre de Duras, pour être franc, je le connais pas très bien, et je m'en tamponne farouchement l'oignon, donc je vais passer rapidement dessus, et me contenter de vous faire remarquer qu'à partir du moment où les pièces que tu ponds s'appellent Savannah Bay, India Song ou Yes peut-être, bordel. Tu n'es plus vraiment un auteur français, juste une sorte de serpillière anglophone malodorante, dont les indicibles productions ne seraient même pas dignes de figurer au programme du cours de rattrapage français 3e langue de Morset. Je préfère qu'on me tue avec mon honneur qu'on me déshabille avec mon désnoseur. Parce que, pour tout vous dire, Yes peut-être, c'est un texte écrit intégralement dans un français appauvri, en mode « moi dire ça à toi ». Donc bon, passer de Corneille à Duras, c'est comme troquer sa Bugatti pour une paire de sabots troués. Disons que, ça a pas l'air d'être le deal du siècle. Voilà, ça c'est pour son théâtre. Maintenant parlons cinéma. Alors, je ne doute pas que dans les recoins les plus infâmes de la jungle guyanaise, se cache un bibliothécaire avec un compte JVC Prestige 5 et une connexion internet, qui se ferait un plaisir d'expliquer, dans ses vidéos interminables de 40 minutes que personne n'écoute jamais jusqu'au bout, même en vitesse 1,5, combien le cinéma de Duras est une merveille. Malheureusement pour lui, il n'en est rien. Surprise, motherfucker! Vous voyez les poncifs des gauchistes qui vous répètent tout le temps qu'il faut déconstruire la société, l'art, la vie, les représentations patriarcales et les tampons usagés de ta meuf? Et bah Duras, elle a appliqué leur idéal au cinéma. Et devinez quoi? Et bah ouais, ces films sont insoutenables. En gros, Duras elle cherche à montrer qu'un film, et a fortiori un bon film, ça n'est pas forcément une histoire avec des personnages, une narration et un sens. Du coup, elle fait des espèces d'expériences assez navrantes, à la limite de l'AVC clinique, en infligeant aux quelques bobos qui se risquent à visionner ces cacaboudesques carabistouilles, un traitement au-delà des tortures que le Viet Minh infligeait aux prisonniers américains. Si vous le voulez bien, prenons deux exemples, que vous puissiez juger de l'absence abyssale de talent et même de bon sens dont je vous jacte. Déjà, vous avez les mains négatives. Alors là-dedans, Duras fait une lecture d'un texte de son cru, sur des plans complètement hors sujet de Paris, désert, la nuit. Voilà, c'est tout. Y a pas d'histoire, pas de personnage, pas d'effets spéciaux, pas de but, rien. Paye ton ego trip complètement malaisant. Et attendez, parce que c'est pas tout. Dans L'Homme Atlantique, sorti un peu plus tard, vous avez un film avec du son, certes, mais y a pas d'image. Ouais, pas d'image. Sur 40 minutes de laxatif non remboursé par la sécu, vous en passez 30 à fixer un écran noir. Intégralement noir. Y a même pas une petite variation de lumière ou quoi, c'est le néant. Et encore, je vous parle pas du Camion, un film dans lequel vous voyez juste des plans Shutterstock éco plus d'un camion qui traverse un paysage rural avec une nana qui jacte par-dessus. Honnêtement, je sais pas si le CNC a financé une gabegie pareille, mais j'ai même pas envie d'aller vérifier. Faites-le si vous voulez, moi ça me déprime trop. À la place, je vais vous parler un peu des bouquins de Duras. Parce que mine de rien, c'est quand même censé être une grande auteure, donc on devrait trouver du bon dans ses écrits. Comment ça, vous avez un doute? Mais vous avez raison. Vous avez bien raison. Bon, alors là, je vais faire preuve de nuance et de discernement. Marguerite Duras est surtout connue pour deux romans, largement autobiographiques. L'Amant et Un barrage contre le Pacifique. En toute franchise, je les trouve tous les deux assez navrants. L'Amant, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit en Indochine et qui rencontre lors d'une traversée du Mékong un jeune chinois très riche qui va la défourailler façon invasion mongole tout en l'arrosant de tunas jusqu'à lui payer son billet de retour vers l'Europe. Bon, alors si ça vous intéresse, pourquoi pas. Moi, je suis assez hermétique aux histoires de petites culottes et d'initiation à la sexualité, mais c'est une affaire de goût, donc vraiment faites ce que vous voulez. C'est fantastique.
De l'autre côté, avec Un barrage contre le Pacifique, on a l'histoire d'une paysanne qui essaye de cultiver un lopin de terre en Indochine, mais le terrain en question est toujours inondé par l'océan, ce qui le rend impropre à toute culture. Du coup, la paysanne en question devient violente avec ses enfants, à moitié folle, et se transmute en une magouilleuse de première. Encore une fois, j'ai pas trouvé ça intéressant du tout, mais si ça vous botte, bah allez vous faire votre propre avis. Du coup, admettons, ces 2 romans, ça va, ça passe, c'est pas merveilleux, mais c'est pas non plus le désastre. Mais alors tout le reste, mon dieu, quelle indignité. En fait, la meuf passe son temps à se répéter et à réécrire toujours les mêmes trucs sous une autre forme, toujours plus ennuyeuse. On dirait le service R&D d'une boîte de somnifères. L'amant chinois, la nature indochinoise, l'initiation au défouraillage, les querelles familiales, etc., c'est toujours le même disque rayé. Et en plus, elle le fait avec une langue syncopée, tronquée, truffée d'adverbes qui ne vont pas là où ils sont mis. Le tout pour construire des intrigues qu'on peine à suivre et pour lesquelles, franchement, on n'a pas envie de développer le moindre intérêt. Donc bref, c'est mou, c'est lent, c'est jargonnant. C'est nul! Vous vous souvenez quand je disais que Duras buvait comme un trou noir? Bah voilà, précisément. Ces romans, on dirait qu'ils sont racontés par un alcoolique infoutu d'emmener sa narration d'un point A à un point B sans dégueuler son quintuple Ricard dans toutes les poubelles qui en chemin. Et attendez un peu, j'ai gardé le plus beau pour la fin. Duras, en plus de ses romans, je l'ai dit, elle a aussi été journaliste. Et là, je suis obligé de vous parler de l'affaire Grégory. Vous connaissez le speech? Fin 1984, un petit garçon est retrouvé mort dans une rivière des Vosges. Son nom, Grégory Vimin. C'est le début d'une des enquêtes les plus foutoirdesques de toutes les archives françaises. Pour vous la faire courte, aujourd'hui encore, on ne sait pas qui a tué le gosse, et son père a tapé quelques années de cabane pour avoir zigouillé son cousin, qu'il tenait pour responsable de cette mort. Charmante ambiance, non? Et bah accrochez vos bretelles, parce que c'est pas fini. À un moment donné, faute de suspect, le juge, qui était un incompétent notoire, a commencé à inculper la mère du petit Grégory, et elle a même fait de la prison, alors que depuis, il a été prouvé et reconnu par toute la justice qu'elle était absolument innocente. Et c'est là, juste là, qu'est intervenue Marguerite Duras. Le torchon Libération l'envoie sur place en 1985, histoire qu'elle gratte quelques lignes sur ce fait divers qui captive la France. Et vous savez ce que ça a donné? Bah je vais vous le dire. Un article qui s'appelle Sublime, forcément sublime Christine V, dans lequel la mère Poivrotte, sans jamais l'avoir rencontrée ni avoir jamais eu accès aux documents de l'enquête, déclare que la mère du petit Grégory est coupable. Ouais, coupable, comme ça, gratos. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Alors que, je le rappelle, elle ne l'est pas. Hein. Et vous savez le pire, c'est que Duras justifie ce catastrophique exercice de style en expliquant que l'infanticide qu'elle fantasme complètement et qu'elle projette sur la mère du petit Grégory est en réalité un acte féministe et un combat pour l'émancipation des femmes. Quoi? Répète! Oui, rien que ça. Et franchement, c'est assez dingue. Elle mériterait un internement perpétuel à Charenton rien que pour ces quelques phrases. Et vous savez quoi? Bah non seulement il n'y a pas eu d'internement, mais en plus elle a eu le prix Goncourt à peu près à la même période pour L'Amant, le navrant bouquin dont je vous ai parlé juste avant. Alors s'il vous plaît, soyez plus clairvoyants que les boomers fans de Duras. Une femme qui peut inventer un crime et ruiner une vie juste pour servir ses pseudo-combats de bourgeois inutiles ne mérite pas votre attention. Du coup, au lieu de cette Marguerite là, essayez plutôt celle-ci. Voilà, prenez du Yourcenar, c'est nettement plus stylé, et puis il y a déjà un super épisode sur le sujet qui vous attend sur la chaîne. Allez hop, au boulot. Bon, alors avant que vous me traitiez de lourd misogyne parce que j'aime pas Duras, je vais mettre les choses au clair. La semaine prochaine, on parlera d'un très bon livre, écrit par une femme beaucoup plus intéressante et énigmatique, comme ça vous mesurerez la différence, et vous comprendrez à quel point, une fois encore, le Hussard avait raison. En attendant, abonnez-vous, mettez la cloche et rejoignez les réseaux du Hussard pour ne rien rater des futurs épisodes, et pensez à rétribuer la vidéo avec un pouce en l'air, ça aide beaucoup. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là portez-vous bien. Allez rompez mes petits cavaliers. Ah, et pour Duras, et puisqu'il faut rendre un verdict, je dirais...